Dans cette dernière conférence du salon Millésime Bio, mais comme ça vous aurez toute l'après-midi pour pouvoir parcourir encore les stands de nos vignerons. Donc sur la question du marché des vins bio en vrac, voilà ses spécificités pour aborder ce marché. Donc pour nous en parler, j'accueille donc Madame Chantal Sarrazin, qui est journaliste au magazine Rayon Boisson. Bonjour. Donc, bonjour, voilà, qui va animer d'une main de maître cette question avec nos invités, donc Florian Secchi de la société Ciati Europe. Donc, vous êtes courtier en vin et spécialiste du vin bio aussi. Thomas Verdeil, qui est responsable des achats pour les domaines Oriol. Et Frédéric Saccoman, qui est directeur de la première cave coopérative bio de France, les vignobles de la Voie d'Héraclès. Voilà, je vous laisse la parole. Merci beaucoup de votre présence. Merci. Bonjour à tous. Donc, bienvenue à cette conférence là, sur le marché du vrac pour mieux comprendre ses spécificités et quelles en sont les perspectives. Juste pour commencer, quelques éléments de contexte chiffrés avant de donner la parole donc, à nos invités. En Occitanie, donc, Sud Vin Bio estime la récolte de vin bio 2022 à 1,5 million d'hectos. C'est plus 50% que l'année précédente, sachant qu'en 2021, la récolte avait été toute petite. C'est plus 30% par rapport à la récolte 2020. Donc on voit bien que les conversions bio ont transformé l'essai, puisqu'on a aujourd'hui un volume de vin bio qui est là, qui est présent sur le marché. C'est un volume qui était attendu, qui était voulu aussi. Maintenant, il faut trouver des débouchés. Sud Vin Bio estime que la part des vins bio aujourd'hui qui sont contractualisés sur le marché du vrac, sur ces 1,5 million d'hectos, c'est environ 25%. Donc il y a des marges de progression sur ce marché. Et donc on va essayer d'en voir un petit peu aujourd'hui les contours et les perspectives, et surtout comment s'adapter, enfin quelle offre proposer par rapport aux attentes de ce marché. Je vais d'abord donner la parole à Frédéric Saccoman. Donc vous êtes le directeur de la cave des vignerons de la Voie d'Héraclès. Oui. Voilà. Donc vous produisez 110 000 hectos de vin bio. Vous êtes la première cave en France de vin bio, la seconde en Europe, si mes souvenirs sont exacts. Quels sont vos clients et aujourd'hui, comment se présente ce marché du bio sur le vrac, enfin sur le marché du vrac, voilà. Alors, Héraclès, donc en quelques chiffres, effectivement, 110 000 hectos de vin, dont on va dire 100 000 en bio cette année, 10 000 en conversion. Donc on est 100% engagé dans la démarche. On fait donc à peu près 25% des volumes disponibles en vrac bio. Donc on est plutôt historiquement concerné et on écrase un peu, entre guillemets, le marché de nos vins. On est sur du vin de cépage et on est situé à côté de Nîmes. Alors le marché du vin bio, effectivement, cette année, j'allais dire, tout le monde nous pose la question, qu'est-ce qui se passe sur le marché du vrac bio ? Bon, il n'y a pas de problème sur le marché du vrac bio. Il y a un problème sur le marché du vrac vin, d'accord ? Donc aujourd'hui, sortez-vous d'abord du contexte, le bio va mal, c'est pas vrai, parce que si c'était facile de vendre conventionnel, je l'aurais fait et j'aurais plus de vin dans ma cave. Donc aujourd'hui, le problématique est plus vin que bio. Ceci étant... les choses ont changé quand même par rapport... Les choses ont changé. On est passé un petit peu de l'adolescence un peu, je dirais, naïve que nous avions à l'époque où j'attendais que mes clients viennent me voir et je me faisais courtiser toute la journée, à un stade où maintenant, effectivement, je les appelle en disant, en fait, t'es pas venu me voir à ce moment-là, c'est marrant. Non, on est passé d'un stade, effectivement, où le marché du bio, l'offre et la demande, vous savez, on va revenir à des classiques, l'offre et la demande, quand la production était très minoritaire, et Héraclès est depuis très longtemps le gros faiseur de bio du secteur, effectivement qu'on était dans une position facile de commerce. Ça, je ne vais pas vous apprendre votre métier, vous savez que c'est facile de vendre quand tout le monde en cherche. Là, aujourd'hui, il faut être un peu plus agile. Et je pense qu'on a une notion d'agilité et de professionnalisation à avoir sur ce qu'est le marché du vin bio, vrac, puisqu'aujourd'hui, on est revenu sur un marché normal de commerce, offre-demande. Qui sont vos acheteurs, Frédéric, sur ce marché principalement ? Oui. Nous sommes à 99% des vendeurs de vrac.
Donc on a un magasin de vente à côté de la cave, mais je veux dire 99% des volumes passent en vrac. On est sur 10% de clients vrac export, donc directement export, des Allemands, des Belges, etc. Et ensuite, on est sur 90% d'achats à des négociants français, dont évidemment les vins finissent dans des bouteilles qui partent après l'export. Mais on estime à peu près à 40-45% au final les débouchés vers l'export, et donc 55% consommation intranationale. D'accord. Florian Seski, donc, vous travaillez pour la société de courtage Ciati International. Peut-être 2 mots aussi, vous, sur la situation de ce marché du vrac bio aujourd'hui. En quoi il a changé par rapport aux années précédentes? Ouais, merci Chantal. Donc, je pense que Frédéric a bien résumé pour moi déjà, on parlait effectivement de la montée en puissance des volumes bio. Il faut rappeler qu'on a connu 2 années qui ont été un peu avec des problématiques climatiques là, qui ont pénalisé la production du vin en général, mais qui ont encore plus finalement accentué la tension qu'on pouvait connaître sur les bio. Donc même si les organismes en fait prévoyaient une montée en puissance des surfaces, finalement on n'a pas eu je prends souvent l'image de la mer et puis du ressac, donc on aurait dû avoir des vagues qui auraient dû être de plus en plus grosses. Finalement, elles ont été peut-être cassées par les digues, et puis on a eu des vagues qui étaient des vaguelettes, quoi. Et puis c'est vrai que la sensation, c'est d'avoir cette année une espèce d'énorme vague là, qui arrive, et qui est finalement juste des conditions de récolte normales, avec une surface en fait en bio qui donne son plein potentiel, quoi. Donc on a effectivement un espèce d'inversement de la tendance, quoi, sur le marché bio, où effectivement, comme Fred le disait, vendre du vin en vrac, c'était, finalement, il n'y avait pas de travail d'échantillonnage, il y avait juste finalement, on est en train de rentrer dans une forme de maturité où effectivement les acheteurs peuvent se permettre de pouvoir sélectionner des vins, d'avoir une offre beaucoup plus large, et puis avec effectivement davantage de volume à peu près dans toutes les catégories. Donc c'est ce qui fait à mon avis la spécificité de ce millésime, où on remplit à peu près toutes les cases, et on remplit toutes les cases, mais dans un contexte économique général où il y a peu de visibilité, des problématiques pour produire, une inflation un peu générale. Donc c'est vrai que ce faux départ ou cette lenteur qu'on peut avoir, elle peut créer de la crispation, mais en fait oui, elle est à l'image aussi des vins, enfin de la filière vin en général, quoi. Oui, donc, ces volumes arrivent au moment où on a une conjoncture qui est peu favorable et un marché du conventionnel qui est aussi compliqué. Thomas Verdeil, vous êtes directeur des achats vins des domaines Auriol. Tout à fait. En 2 mots, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement les domaines Auriol et nous dire ce que vous, en tant qu'acheteur sur ce marché du vrac, vous recherchez en fait? Ok, donc les domaines Auriol, on est négociant à Lézignan-Corbière, hein, on est un petit négoce familial, on fait environ 8 millions de bouteilles et on est engagé dans le bio depuis quand même très longtemps. Moi j'achète entre 15 et 20 000 hectos par an. Voilà. Notre spécificité, c'est qu'on fait beaucoup d'export. Et je crois que c'est ça qui va être intéressant, c'est que il ne faut pas prendre pour argent comptant tous les chiffres que je vais donner parce que j'ai pas forcément bonne mémoire, mais il me semble que 60% du bio français est vendu en France et le reste à l'export aujourd'hui. Donc ça veut dire que on vend que 40% dans le reste du monde. Donc je pense qu'il y a des choses à faire et à les prospecter, mais il va falloir changer quelques habitudes effectivement. Voilà. Quelles habitudes va-t-il falloir changer? Alors, voilà, il y a quelques clés de succès qui ne sont pas miraculeuses, mais déjà, il faut faire bon. Alors, ça paraît très basique, mais il n'y a jamais assez de bons et il reste toujours trop de pas bons, de mauvais. Et en général, le mauvais, c'est 10%, c'est pas grand-chose, et on se focalise là-dessus. Mais à 90% de bons, il faut continuer absolument à faire bon pour que ça soit vendu. Autre chose, à l'export, vous savez qu'il y a des passerelles pour le bio. On ne peut pas vendre du bio européen aux États-Unis.
Donc, il faut des certificats. Il faut des certificats complémentaires, donc l'équivalence NOB pour les États-Unis, le Biochine qui est compliqué, mais pourquoi pas. C'est quoi le jazz, c'est ça, bientôt sur le Japon. Il y a le bourgeon suisse sur l'Europe. Voilà, il y a des passerelles assez simples. Je pense que l'équivalence NOB est la plus simple. Et il ne faut pas oublier de demander ces certifications, en tout cas de suivre ce cahier des charges qui n'est pas si contraignant que ça, pour s'ouvrir des marchés. Ensuite, c'est un profil quand même. Nous, en France, on est assez particulier. Il y a peu de pays qui ressemblent à nos goûts, à part peut-être la Norvège et une paire d'autres, et nos pays frontaliers. Mais ensuite, l'export va chercher, notamment au niveau des tanins, des rouges, je pense, des choses très patinées, un peu plus de degrés que chez nous, des vins colorés sur les rouges, les États-Unis, la Chine, la Suède. Voilà, il y a quand même des profils produits à adapter pour aller conquérir ces marchés à l'export. Et est-ce qu'il y a une réelle demande aussi pour le bio finalement sur ces marchés à l'export? Parce que là, de ce que vous décrivez, je me dis, les vins conventionnels, c'est pareil. Il faut aussi qu'ils adaptent leur offre au marché étranger. Mais du coup, et le bio est en plus, est-ce que ça peut être un argument supplémentaire aussi sur les marchés export qui sont aujourd'hui ciblés par les opérateurs? Historiquement, là, pour rebondir, c'est un des gros marchés, à mon avis, qui a tiré énormément la production bio, c'est la Scandinavie. Alors je pense que si vous baladez sur le salon et que vous voyez des gens qui font à peu près dans les 2 mètres et qui ont un petit carnet blanc avec un listing d'offres, on est tous habitués aux tenders et puis aux appels d'offres qui tournent de façon régulière. Donc c'est vrai que ça a été parmi les premiers pays en fait à avoir au-delà d'une conscience sociale, de toute une série de choses, enfin de pousser aussi vers le bio pour la sécurité alimentaire et puis différents points. Donc on sait qu'eux ont été historiquement les premiers, ils ont des objectifs assez importants, puisque je crois qu'il y avait 50% de l'assortiment bio qui est souhaité en fait, sous quelques années en fait, dans les magasins du système Molaget. On a d'autres marchés qui commencent à demander ça. Malheureusement, c'est vrai que pour revenir pour le coup des US, où j'y étais la semaine dernière sur Sacramento, c'est pas on sent qu'il y a une attente sur du sociétal, donc la partie tout ce qui va être HVE, SQNPI, enfin tout ce qui s'appelle sustainable finalement, il y a quelque chose là-dessus. Le marché aux US, il est peut-être moins attiré par cette partie, enfin pour le moment en grande quantité comme pourrait le représenter la Scandinavie sur des bio. Mais après, c'est vrai qu'il y a je dirais que fondamentalement, ce qui manque, c'est qu'on n'a pas réussi non plus pour alimenter ces marchés export ou alimenter d'autres marchés. Il faut se rappeler qu'il n'y avait pas de volume en fait finalement à offrir. Et les opérateurs négociants qui étaient présents, c'est les plus costauds des costauds qui étaient là, parce que c'est ceux qui étaient en mesure de pouvoir grossir, avoir suffisamment de force pour pouvoir convaincre des producteurs de leur vendre des vins, leur assurer aussi peut-être de la distribution sur toutes les lignes de produits et pas une seule référence. Donc on a eu aussi un faux départ où on n'avait pas les conditions nécessaires pour aider des opérateurs, d'ailleurs qu'ils soient français pour être conditionnés là et exporter, ou des importateurs étrangers à faire venir des vins bio, parce qu'il manquait, on avait tout simplement, voilà, on n'avait pas l'offre du tout. Donc, j'ai pas de boule de cristal, mais je me dis effectivement, on peut imaginer en tout cas qu'il y a un intérêt à plus grande échelle, alors, qui sera peut-être pas immédiat. Il va falloir créer la demande, grâce à cette nouvelle offre, et puis pour pouvoir effectivement s'assurer un peu de succès dans les prochaines années. D'accord. Créer la demande, Frédéric Saccoman, comment vous vous adaptez aujourd'hui à cette situation finalement où vous disiez, autrefois on était courtisés, maintenant c'est à nous d'aller courtiser les acheteurs. Comment vous vous adaptez à cela en termes peut-être de profil produit, mais aussi de présence sur ces marchés, dans des salons, etc. Alors, je pense que mes 2 partenaires en ont déjà dit beaucoup. Il y a effectivement d'une part d'être irréprochable sur les profils vins. Ça a l'air de rien, comme disait Thomas, mais il faut qu'on ait des vins qui soient au niveau qualitatif qu'on nous attend, puisque le simple mot bio sur un document de douane, je dirais, ne suffit plus à ce que la citerne parte toute seule. Évidemment qu'il y a un travail aussi jusqu'au boutiste, dans le sens où le service maintenant compte tout autant que le produit, c'est-à-dire d'avoir des échantillons impeccables, d'avoir des vins échantillonnés qui se conservent. Enfin, on redécouvre en bio un petit peu ce qui se fait déjà en conventionnel, excusez-moi l'expression, mais voilà, il faut être adulte sur le sujet, je dirais, du marché. Tout à l'heure, Florian disait effectivement d'avoir des volumes conséquents,
c'est une opportunité. Moi, j'ai toujours dit que l'arrivée des nouveaux hectares bio était une chance pour la filière, parce qu'effectivement, on sait qu'il y a des opérateurs français ou internationaux qui ont besoin de gros volumes de cépages, par exemple, pour ce qui nous concerne, et qu'aujourd'hui, ils étaient bien embêtés une année sur deux parce qu'on gelait, parce que je ne sais quoi, et que maintenant, on va pouvoir assurer du sourcing régulier par nous ou par d'autres collègues, et tant mieux. Et ensuite, il faut sans doute, mais ça, c'est... Alors là, je vais encore peut-être dire trop de choses, mais une problématique de la filière vin en général, c'est qu'il faut qu'on soit un peu professionnel entre nous, c'est-à-dire qu'il faut aussi qu'on soit capable, dans les moments un peu difficiles, de faire le dos rond tous ensemble et de se dire, s'il faut effectivement que laisser passer quelques orages et écouler des vins en conventionnel, ou en tout cas au prix du conventionnel, s'il vous plaît, faisons-le en conventionnel et pas en bio, parce que la filière, il ne faut pas qu'on savonne la planche d'entrée, là, parce que c'est le risque aussi que de voir des gens s'affoler et partir dans tous les sens. D'accord. Et il faut aussi peut-être être plus présent que ce que vous n'étiez jusque-là sur les marchés. Vous êtes allé à la Bulk Wine, je crois, pour la première fois. Avec 18 autres collègues, CAF coopératives. On est parti sous, je dirais, l'égide de la Fédération des CAF coopératives. Très bonne organisation d'ailleurs. 45 Français lâchés dans Amsterdam. Et non, effectivement, on est obligé, je dirais, effectivement, d'aller trouver des clients là où ils sont. Et on a le plaisir de voir qu'à la Bulk, justement, on se retrouve face à des acheteurs canadiens, enfin, de pays qu'on ne voit jamais, sauf au travers peut-être de Ciati. Et c'est vrai qu'on voit des gens optimistes. On voit des gens qui cherchent du vin, on voit des gens qui ne vous disent pas oh là, c'est catastrophique. Bon, tant mieux. Et on commence à avoir des affaires au moins des contacts qui se créent à la Bulk, qui se poursuivent ici. J'ai rencontré à nouveau pendant 2 jours, effectivement, alors des très grands des fois, ou des blonds plutôt, et des petits aussi, qui justement vous disaient ah oui, je vous ai vu à la Bulk, maintenant je vous revois ici, et on se voit à Wine Paris, parce que je pense que là maintenant à Wine Paris, on va déclencher des affaires. Donc voilà, il y a cette obligation, et pour tout vous dire, par facilité, on n'y allait pas dans ces salons parce qu'une fois de plus, on n'avait pas de vin à vendre. Enfin, moi, j'arrivais en octobre, j'avais tout réservé. Quoi. J'ai juste une remarque par rapport à ça, là, pour essayer de comprendre. C'est vrai que souvent dans enfin, on va dire que dans le temps entre le début d'une transaction et puis la fin de la transaction, c'est-à-dire entre le moment où on échantillonne, on commence à parler, et puis le moment où on va finir le contrat et jusqu'à l'arrière au chargement. La spécificité du marché bio, je l'ai dit rapidement en fait en introduction, c'est qu'il n'y avait presque pas d'échantillonnage. Il faut rappeler qu'on en était à bloquer des volumes, presque les faire avant vendange, sur souche, exactement. Et ce qui veut dire qu'effectivement peut-être des producteurs qui ont connu le marché il y a quelques années, pour eux c'était le claquement de doigts, quoi. C'est-à-dire qu'on il suffisait à la rigueur qui donne 1 degré cible et puis une surface plantée pour avoir plus ou moins le contrat. Et la négociation de prix, en plus, elle était presque assez facile à faire. Il faut rappeler que vendre du vin, en général, c'est des process qui sont longs. Surtout si on doit parler de l'export, l'exportation, quand on fait partir des échantillons sur les US, c'est entre 1 semaine et 15 jours. Parce qu'il faut passer, il y a toute une série de procédures en plus à mettre en place. Un acheteur, des fois il déguste pas et immédiatement, après que l'échantillon soit arrivé, ça peut reprendre 1 semaine. Il a peut-être besoin de le présenter à son client final, donc ça peut reprendre encore. Donc on est sur des processus des fois qui sont longs et il faut. Et effectivement, d'où l'intérêt de bien travailler les échantillons, de les faire dans les conditions optimales, ce qui est des fois pas forcément le cas. C'est vrai que le marché jusqu'à présent, on pouvait se permettre de faire passer une bouteille soit par son courtier, soit en direct à l'acheteur. Et on savait que le lendemain ou le surlendemain, on avait une réponse. Une demande, oui. Mais ce qu'on essaye nous souvent de rappeler en tant que sur le courtage international, c'est de dire aux gens, prenez votre temps, quoi. Ou préparez, anticipez ça, c'est-à-dire venez pas le présenter à plein de personnes et puis après jouer la carte opportunistique de le vendre sur le marché national, parce qu'effectivement ça veut dire que vous allez avoir une réponse plus rapide, mais aussi vous allez vous n'aurez pas planté une graine un petit peu plus loin que celle que vous pourriez planter au bout de votre jardin, quoi. Et surtout travailler les vins en conséquence pour qu'ils tiennent dans le temps, quoi. Je pense que Thomas pourra en parler mieux que nous. Pour appuyer un peu les propos de Florian, effectivement, de manière un peu extrême, la Scandinavie, Florian en a parlé, sur la Suède, nous on travaille là un appel d'offres depuis le mois d'août et on va avoir les résultats mi-février. Donc c'est des process qui sont longs
et en plus qui sont pénibles. Mais ça, effectivement, je crois que le marché du bio le connaît pas, puisque pendant des années ça a bien fonctionné. Là c'est vrai qu'il faut se mettre à bosser un petit peu pour promouvoir ces vins et engager certaines démarches qui sont notamment administratives, si on parle de la Suède, qui sont un peu lourdes, mais néanmoins c'est l'un des marchés les plus valorisés. Donc voilà, il faut grandir et devenir adulte, comme dit Frédéric. Bien préparer ces échantillons, c'est pour que justement ils puissent arriver dans de bonnes conditions dans ces pays où l'acheminement prend, je sais pas, 3 semaines. Enfin, j'ai pas des idées précises. Jusqu'à un mois, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, je dirais qu'on a dans le courtage et dans la collecte d'échantillons, on voit un peu de tout, quoi. C'est-à-dire qu'on voit des bouteilles d'1,5 litre d'eau à moitié remplies et qu'on nous laisse au pied de la cuve en nous disant elles sont prêtes, vous pouvez les ramasser puis les envoyer. Alors, tant qu'on en est encore une fois à les redéposer, en fin de journée à l'acheteur, ça peut le faire. Mais quand on en est sur effectivement ce qui fait souvent la clé de toute façon de l'export, c'est marrant. Je vous disais, j'étais en Californie la semaine dernière. On a notre bureau qui est un gros bureau, quoi, au sein des 10 du groupe. Ils ont une salle d'échantillons qui doit faire à peu près la taille de cette pièce, quoi, avec des linéaires et puis toute une série de... Et la mentalité échantillon chez les producteurs en Californie, elle est totalement différente. C'est-à-dire que pour eux, s'ils ont décidé de vendre des vins en vrac, ils font tout pour alimenter le courtier, alimenter les acheteurs là-dessus. C'est-à-dire qu'ils vont travailler les bouteilles comme si c'était quasiment leur bouteille. Ils vont travailler l'échantillon de vrac comme si c'était un produit sorti de ligne. Voilà, oui. Donc c'est-à-dire qu'ils vont les sulfiter, ils vont les travailler pour qu'ils puissent durer le plus longtemps possible. Alors y a un vrai soin qui va être apporté à ça. Ils vont les livrer, ils vont les préparer dans les temps. Alors que je dirais qu'en France, on en est quand j'échangeais avec mes collègues, ils avaient l'impression qu'on était sur notre planète, quoi, parce que quand je leur dis j'ai des préleveurs qui ont la canne à l'arrière de la voiture parce que dans certaines caves, il faut qu'on aille prélever les échantillons, qu'on nous dit voilà, il y a 5 cuves, c'est à vous de faire l'assemblage et puis de le présenter à l'acheteur. Ils se disent mais en fait, est-ce que le producteur il a réellement envie de vendre quand il vous fait cette fonction-là? Et c'est vrai que c'est un peu cette professionnalisation, elle n'est pas qu'au niveau du bio, hein, elle est de façon générale sur le vrac en général. Enfin, c'est une vraie thématique à mon avis à poser sur le vrac. On a souvent la sensation de se dire il n'y a pas de valorisation, donc on ne fait pas les efforts pour, et puis à la rigueur c'est aux négociants de prendre les vins tels quels. Mais c'est vrai qu'il faut considérer que l'échantillonnage, il faut le travailler. Enfin, pour se donner toutes les chances qui passent, il faut le goûter comme si c'était comme si c'était je sais pas, son bébé qu'on vendrait en bouteille, quoi, si on était un domaine. C'est une carte de visite, exactement, quoi. Est-ce qu'il faut aussi un certain niveau de volume pour accéder à ces marchés du vrac? Parce que c'est vrai que la filière bio, elle se caractérise quand même surtout par des petits producteurs, enfin des petites structures, bon, hormis la vôtre. Mais est-ce qu'il faut un certain niveau de volume pour aborder ces marchés? Je sais pas si je peux commencer. Moi, on a des fois des échantillons, des volumes qui commencent sur une 50aine d'hectos. On va dire que c'est à peu près Alors je ne vais même pas réfléchir à la rentabilité économique pour nous d'aller échantillonner ça sur un contrat, puisque si on travaille comme à peu près tous les courtiers à 2% de commission, sur un échantillonnage où on envoie une personne, on le fait ramasser, on lui fait faire un envoi après souvent, si l'acheteur n'est pas sur place, qu'on fait un envoi en FedEx, en chrono, quoi que ce soit, à 50 hectos, on rend plus un service à un producteur ou un acheteur que réellement d'avoir une opération pérenne. Et souvent, 50 hectos seul, pour un acheteur qui a besoin d'organiser de la logistique, un camion citerne pour ramasser ça, à moins d'avoir organisé une collecte et puis de compléter une citerne, il n'y a pas d'intérêt pour lui. Donc on va dire que des multiples pour arriver idéalement le plus proche possible d'un 250 hectos. Et après, c'est clair que quand on est sur de l'export, les volumes, c'est 240 hectos qui est le format Flexitank, quoi, qui est un espèce de gros bag-in-box qui permet de faire voyager les vins en vrac, quoi. Mais je pense que Thomas pourra dire à peu près ce qu'il a l'habitude d'acheter en termes de volume. Votre point de vue là-dessus. Globalement, c'est vrai. Après, il existe des petits négociants familiaux et c'est vrai que c'est notre boulot d'assembler ces petits lots. On le fait régulièrement, donc je dirais que les gros opérateurs peuvent se permettre en vrac d'aller conquérir des marchés en direct, et après c'est le boulot du négoce d'assembler des petits lots qualitatifs, encore une fois. Voilà,
faut pas que ça soit isolé à l'autre bout de la région, parce qu'effectivement, il faut que ça soit rentable. Mais on sait faire. On sait faire. Alors, est-ce que vous êtes très courtisé cette année et est-ce que vous avez augmenté vos achats de vin bio, vu qu'il y a plus de volume aujourd'hui? On n'a pas augmenté forcément nos volumes d'achat parce qu'on vit au gré des marchés aussi. Hein. On a nos marques propres et puis on fait ce qu'on appelle des private labels, donc des étiquettes, des bouteilles à la demande des clients. Donc on est un peu guidé par ça aussi. Ceci dit, le marché est là, il est quand même assez dynamique. Moi je trouve, et je pense qu'on s'en est rendu compte sur Millésime Bio, il y a du monde. Et nous, en tout cas, nos contrats sont renouvelés. Les appels d'offres tournent autour autant sur l'export. Donc, il n'y a pas de souci à se faire. Et je voudrais juste rappeler quelque chose, c'est que ces volumes qui viennent en plus, on l'a tous voulu. Autant la production que le négoce, et c'est le négoce qui l'a demandé. Donc, il va y avoir 1 an ou 2, effectivement, d'un peu compliqué. Il va falloir qu'on bosse tous un peu plus. Et ça va le faire. Pour répondre à la question, non, pour l'instant, on n'achète pas plus, mais on savait tous que ces volumes allaient arriver, nonobstant le gel de l'année dernière. Donc on avait déjà insufflé une prospection un peu plus poussée déjà depuis 2 ans pour dire voilà, les volumes en bio vont arriver à nos acheteurs. Est-ce qu'elles devraient aboutir ou pas? Elles vont aboutir. Elles vont aboutir. Ah oui, bien sûr. D'accord, ok. Sur des pays différents de ce que vous aviez l'habitude de démarcher jusque-là ou toujours On fait tous les pays. C'est vrai que nos marchés, c'est le cœur de l'Europe, mais on voit bien se développer l'Asie sur le Japon et la Corée du Sud. Ça, c'est nouveau. Des marchés, sur des bio. Ouais. D'accord, ok. Ça, c'est nouveau. Bon, c'est pas des volumes extraordinaires, mais ça commence. Juste, Frédéric, on parlait il faut un certain niveau de volume pour accéder au marché. Vous avez ces volumes, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être nécessité de s'organiser au sein de la filière, peut-être pour aborder des marchés? Est-ce que vous le faites, vous, par exemple Alors, jusqu'à peu, je dirais, on n'en avait pas le besoin, parce qu'effectivement, chacun dans notre coin, on arrive à peu près à écouler tous nos volumes. Il est sûr qu'on entend et qu'on se soutient, je dirais, ne serait-ce qu'au niveau des coopératives, sur le fait que voilà, il faut qu'on s'organise un peu entre nous, puisque alors pas d'organisation de marché, j'ai pas dit ça. Non, mais oui. Parce que derrière, voilà, il faut qu'on se professionnalise et que nous, on a l'avantage entre guillemets d'avoir un peu d'historique sur le sujet. Donc il va falloir qu'on le fasse, pas tant sur une proposition ou une nécessité de volume supplémentaire, plutôt sur une notion de s'organiser, parce que voilà, il y a beaucoup de nouveaux metteurs en marché de vins bio. Et par exemple, dans les choses qui se faisaient classiquement, moi j'ai des collègues qui m'appellent pour me dire voilà, j'ai maintenant une Syrah bio, quel est le prix de vente? Parce que tout simplement, les gens redécouvrent un nouveau marché et se demandent à combien il faut le positionner. Et heureusement que cet échange-là a lieu, parce que tout simplement, ça permet d'avoir des offres qui sont à peu près en cohérence avec le marché, ou en tout cas nos souhaits de marché. Et ce qui fait que derrière, on n'a pas des offres qui passent à des prix complètement fous, à la baisse en général, et qui fassent que le marché se pilonne de lui-même. Mais simplement, on a vu aussi, parce qu'on parle effectivement d'une difficulté en ce moment, etc. Et tout à l'heure, je vous parlais de services complémentaires à fournir. Même si les achats restent volumineux, on a vu apparaître quelque chose qui, chez Héraclès, nous faisait hérisser le poil, et on n'a plus trop. C'était effectivement des petits lots de retiraison. Parce que c'est un service où justement maintenant nos clients s'aperçoivent, et vous le savez tous, que les bouteilles vides manquent. Et que moi, à l'époque où je disais à Thomas, tu retires une citerne, sinon tu m'embêtes très fort, et je râlais très fort, et bien maintenant j'entends qu'il est avec 6000 bouteilles seulement à remplir, et que si j'en envoie 250, il va me dire, je fais quoi du reste de la citerne? Donc on a aussi une adaptation, même si on est des vendeurs de gros volumes, à la contrainte que subissent nos clients. Parce qu'en fait, cette contrainte-là, ils ne la pilotent pas. Enfin, je dirais, il y a des choses où Et ça me fait penser aussi, c'est vrai qu'on avait déjà les mêmes problématiques dans la filière conventionnelle, de faire accepter à des producteurs de garder les vins après les vendanges. Alors je peux comprendre qu'effectivement toutes les structures ne soient pas en mesure de faire ça, mais il faut rappeler que quand on commence à présenter les vins au mois d'octobre, grosso modo, sur début de blanc et puis un peu rosé, leur demander de les charger avant fin juin, voire fin août, ça veut dire qu'ils sont capables de les vendre juste en 8 mois. Et souvent, la capacité de vente, elle est sur 12 mois. Alors je dis pas que et malheureusement, on s'aperçoit qu'il y a aussi, si vous regardez à peu près le paysage des négociants, il y en a finalement très peu qui ont du vrai stockage. C'est-à-dire que tout le monde produisait en flux tendu parce qu'on avait
On avait la globalisation et puis toute la mondialisation qui permettait de faire ça, quoi, avec d'apporter du just-in-time, les bouteilles. Mais ce qui reste de toute façon réel, c'est qu'il y a très peu de négociants qui font du stockage de vin. C'est-à-dire qu'ils vont les charger chez les producteurs, enfin ils vont les charger chez les producteurs, chez les caves coopératives, les emmener sur le centre de conditionnement qu'ils ont choisi ou sur le leur, et puis ça repart directement. Donc c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'avoir des temps qui permettent de pouvoir charger tout ça. Donc ce qui est valable pour la filière conventionnelle va l'être aussi sur le bio, quoi. Ce qui va être sûrement une nouveauté, puisque proposer des chargements après vendange, c'était quasiment... c'était comme demander 20 hectos sur une cuve de 2000 à Fred, quoi, sur le site d'Héraclès. D'autant plus sur le rouge et d'autant plus sur l'export. Parce que sur l'Allemagne, la Chine ou les États-Unis, le 2022, les rouges, c'est même pas la peine de l'envisager, quoi. C'est pas possible pour eux de déguster des choses comme ça. C'est à minima le millésime antérieur si c'est pas de avant. Voilà. D'accord, donc c'est à la production d'assumer finalement ce stockage des vins, chose à laquelle les bio n'étaient pas forcément préparés jusque-là. Est-ce que Frédéric, vous avez ces capacités de stockage Oui. Non, en fait, c'est surtout les conditions de stockage qui doivent être excellentes. Alors, on a d'autant plus, nous, de risques qu'on est premier producteur aussi mondial de vin sans sulfite ajouté. On vinifie grosso modo la moitié de notre récolte sans sulfite. Donc, on sait que des vins sans sulfite, c'est encore plus compliqué à conserver que des vins uniquement bio, j'allais dire. Et voilà, et il faut s'équiper en termes d'outils. Alors, c'est des investissements, c'est de l'énergie. Parce que je peux vous dire, je suis très copain avec mon fournisseur d'électricité. Et c'est pour ça qu'on a mis des panneaux photovoltaïques, d'ailleurs. Et voilà, ça fait partie, encore une fois, je n'allais pas dire du service, mais du métier nouveau, que d'être en capacité de stocker les vins, puisque effectivement, les retiraisons qui auront lieu pendant les vendanges, parce qu'en général, ça se finit comme ça, doivent être aussi, j'allais dire, quasiment à l'équivalent de ce qu'elles étaient il y a 12 mois quand vous les avez dégustées après vendange. Donc la difficulté est là. Que cette problématique-là qui existe, alors le problème d'énergie, justement pour rebondir là-dessus, finalement il impacte la France, mais il impacte peut-être en moindre mesure que des pays comme l'Espagne ou l'Italie. Donc pour ouvrir sur ce qui se passe dans d'autres pays, les Italiens ou les Espagnols, ils ont vu leur facture d'électricité multipliée par 10, quoi, et ça a commencé un peu plus tôt que nous. Donc quand on a parlé notamment des contrats sur ces deux pays pour des chargements qui allaient être jusqu'à août ou après août, clairement, c'est la première année où on voit effectivement des frais de stockage en fait qui vont être calculés par mois, puisque on en arrive à un moment où effectivement ce qui était intégré en fait avant, ces producteurs là ils se disent on peut plus le laisser tel quel, quoi. Donc à défaut de financer les vins tels quels ou d'en prendre possession, en tout cas ils essayent de dire on peut vous les garder, mais si vous voulez qu'on les garde en bonnes conditions, je pense notamment moi le sud de l'Italie, si on est dans les Pouilles ou qu'on est effectivement dans la Mancha quand il fait 40 degrés dehors, que ce soit du vin en général, mais encore plus des vins bio, où on sait qu'on a des contraintes de SO2 qui sont un peu plus basses, effectivement, il faut qu'il y ait du froid. Et le froid, maintenant, malheureusement, ça coûte pour tout le monde, quoi. Donc, Et est-ce que ces deux pays, donc l'Italie et l'Espagne, qui sont quand même les deux principaux concurrents de la France là, sur le marché du bio, est-ce qu'ils sont dans la même situation que la production française aujourd'hui ? C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont eux aussi plus de volume à vendre, à proposer sur le marché du vrac ? Et est-ce que c'est des concurrents qu'on peut craindre, parce qu'on connaît l'agilité commerciale des Italiens, les prix attractifs des Espagnols. Ma question elle est en deux temps. Pardon. J'étais justement avec des producteurs italiens aux USA, là, sur la zone, c'était producteurs de Prosecco. C'est assez marrant de voir que il y a une attirance, ou je sais pas, c'est un faux mariage finalement entre les deux nations, parce que nous on rêve des Italiens et de leur capacité à vendre n'importe quel produit à l'export. Et les Italiens, quand ils parlent les Français, pour eux, c'est le modèle ultime, quoi. C'est-à-dire que nous, quand vous discutez avec des champenois, ils ont l'impression que le modèle Prosecco, c'est le modèle parfait. Et par contre, quand vous discutez avec les Prosecco, ils vous disent, mais attendez, en termes de valorisation, en termes de capacité de gérer et puis d'augmenter certains prix, vous, les Français, vous êtes des champions, que ce soit d'ailleurs sur les sparkling, mais aussi sur les vins tranquilles. Quand ils voient à quel prix on est capable de vendre des vins rosés, quoi, quand on parle de la Provence ou d'autres appellations, pour eux,
On est à un niveau qui est supérieur. Donc ça, c'est juste pour parler effectivement de la de filière leur en vision. général, quoi. Oui. Production de bio par rapport au conventionnel. Est-ce qu'ils vont avoir plus de vrac eux aussi à proposer sur ce marché? Elle monte plus tranquillement peut-être que ce que nous que ce que nous on peut constater cette année, parce qu'elle a été, elle a été progressive, et surtout ils ont eu finalement des millésimes où il y a eu moins d'aléas climatiques que les nôtres. La problématique par contre sur les ventes, elle reste la même. C'est vrai qu'on voit clairement, sans forcément, effectivement il suffit de lire la presse au quotidien, on s'aperçoit qu'il y a des couleurs au niveau mondial qui fonctionnent mieux que d'autres. Typiquement du blanc ça se vend, du rouge ça se vend de moins en moins, quoi. Donc ce qu'on observe ici, ils l'observent aussi à leur niveau. Et après, la spécificité de ces deux pays par rapport à la France, ou avantages et inconvénients, c'est sûr que en termes de prix, on est sans commune mesure, quoi. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée justement du différentiel J'ai pris quelques idées de prix pour vous donner de trois indications, quoi. Puis on pourrait même ramener en comparaison de vins français. En Espagne, à l'heure actuelle, j'ai appelé mon collègue qui se balade aujourd'hui avec Catherine d'ailleurs, là, dans la Mancha. Les prix sur des vins blancs génériques, on est à 4 € le degré hecto, quoi. Donc c'est-à-dire que ils ont un système de calcul qui compte au degré d'alcool. Donc 4 € sur un 11 degrés, on est à 44, on va dire 45 € quoi, pour parler d'un vin blanc bio espagnol, quoi. D'accord. Et en France, on est sur un IGP sur un blanc conventionnel, on est à 80. En vin de France conventionnel, on va être les moins chers dans le Languedoc. On va trouver des choses entre 80 et 90 €, quoi. C'est quand même le double, quasiment. Après, on est sur un millésime un peu compliqué, puisqu'on n'a ni le Gers ni les Charentes qui ont pu produire cette année, qui ont été encore une fois touchés par le gel. Mais si on est sur des vins bio, en blanc, vin de France, je pense qu'on va être à quoi, 110, 120, quoi, peut-être, quelque chose comme ça, quoi. Donc effectivement, 120 pour 45, ça fait presque 4 fois, quoi. Enfin, presque 3 fois, pardon, quoi. Donc ça fait un écart. En sachant que les marchés des génériques, c'est le gros volume. Alors j'utilisais 45 sur un vin blanc et grosso modo 50, quoi, sur un vin rouge. Malheureusement, on sait que ce marché des génériques, c'est la capacité de l'Espagne principale, c'est sa force de pouvoir alimenter ça. Et pour autant, le marché des génériques, à part, on va dire, sur les blancs pour faire de la bulle, où là, ça continue de tirer, mais des marchés de gros volumes, on va dire que voilà, effectivement, la France n'y est pas, parce que de toute façon, on a abandonné on n'a pas l'offre pour effectivement, pas suffisamment compétitif. Et sur les cépages, pour vous donner un ordre d'idée, sur un chardonnay, on va être à peu près à 75 €, quoi. Quand on est grosso modo à 160, 180, à plus 10, plus 20 ou plus ou moins 20 en France. Sauvignon blanc, à peu près la même chose. Des merlots cabernet, on va être entre 60 et 65 sur des entrées de gamme, et 80, 90 en fait sur des hauts de gamme. Sauvignon blanc, je pense qu'on devrait être sur peut-être des bases de 130 à 140 en fait, quoi, quand on est sur des vins français, et sur des cépages rouges on va être entre 120 et 140, quoi. Je sais pas, pour donner une grande gamme. Après, la difficulté de redonner des prix cette année, c'est qu'on sait qu'on a un marché qui est en train de se repositionner avec des opérateurs qui n'ont pas forcément reconfirmé les prix. Donc il y a une phase un peu d'attente où effectivement on sait que voilà, on connaissait les prix de l'année dernière, on ne sait pas où forcément vont arriver les prix cette année, quoi. C'est une espèce de. Faut s'attendre à une baisse du cours du vrac sur le marché du bio, d'après vous disons qu'on a la chance dans le vin, d'être sur la seule production agricole où en période inflationniste on voit les prix baisser. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui le vin, vous le savez, c'est pas un produit de première nécessité, et que le consommateur qui en général achète des bouteilles entre 5 et 10 €, qui est notre cœur de marché à nous, en tout cas Héraclès, en tout cas c'est là-dedans qu'on doit se situer. Malheureusement aujourd'hui, entre garder un peu d'argent sur le compte en banque pour attendre la prochaine facture d'électricité ou se dire je m'offre un peu de vin, aujourd'hui le consommateur, on l'a tous vu, que ce soit en bio comme en conventionnel d'ailleurs, le consommateur il se dit j'attends. Donc en fait, qu'est-ce qu'on voit ? On voit toujours une explosion des vins chers,
Alors je vous rappelle que vin cher, c'est 10 € et plus dans le monde du vin. Le prix moyen de vente d'une bouteille, c'est 3 € en France. Donc il ne faut pas trop s'énerver. Donc les champagnes, les grands bourgognes, tout ça, ça ne connaît bien sûr pas la crise. Et on voit que tous ceux qui se situent, et notamment le Languedoc, entre 5 et 10 €, voire moins, on subit tous la crise. Et c'est en ça que je voulais tout à l'heure vous dire que le bio comme le conventionnel, parce que là, il n'y a plus d'avantage concurrentiel à être bio, dans le sens où ça, c'est moins simple. Mais la compréhension de ça tient aussi au fait de comprendre les circuits de distribution qui sont attaqués derrière. C'est-à-dire que le on-premise ou le off-premise, donc grosso modo le circuit traditionnel ou la grande distribution, c'est pas du tout les mêmes positionnements de prix, c'est pas du tout les mêmes performances. On voit clairement que le on-premise, de façon générale, a plutôt tendance à résister, ce qui est bien finalement pour les bio, quoi, surtout dans cette période-là, alors que si on se rappelle tous de la période Covid, où tous les cavistes, tous les points de vente étaient fermés, c'était au contraire, ça a été le règne et puis le renforcement en fait, du circuit off-trade et puis de la grande distribution. Donc, et ce qui a été peut-être un peu les premiers grains de sable dans le mécanisme des vins, enfin dans les exploitations en bio, où effectivement on était sur des petites exploitations qui avaient une partie qui était plutôt assurée par de la vente dans le circuit traditionnel. Donc on a peut-être commencé à accumuler sans réellement s'en rendre compte les premiers petits cailloux dans la chaussure quoi, à ce moment-là. Quoi. Et si je peux rajouter une anecdote que j'ai encore entendue sur le salon, pas plus tard que hier, un de nos clients allemands, donc je ne donnerai pas le nom, mais qui a des gammes bio français qui m'achètent donc à un prix positionné, on va dire, élevé, sans problème, et des gammes de vins espagnols bio, où là, clairement, il me dit c'est un minimum moitié prix de ce que tu me fais, voire sans doute moins, maintenant, on le sait. Il me confirmait qu'en Allemagne, les gammes chères, entre guillemets, issues de vins français ou pas chères, issues de vins espagnols, ne sortaient pas du tout, quoi. Enfin, je dirais, voilà, on est vraiment dans une problématique globale de consommation, et le facteur prix, quand on se dit on passe de 160 sur un Chardot, 170 à 80, on pourrait se dire, là, ça doit être vachement favorable au marché. Et en fait, aujourd'hui, il me dit, mes gammes, même en vin espagnol, sont complètement plantées, quoi. Donc c'est pas un problème prix en fait. Aujourd'hui on parle de prix, effectivement la difficulté qu'on voit tous c'est de dire à quel prix il faut vendre. Aujourd'hui en fait, vous le voyez sur les appellations, vous le voyez, le prix, moi je dis le bon prix c'est le prix au moment où la citerne sort en fait. Enfin entre guillemets c'est celle qui favorise la sortie de la citerne. Et on voit bien qu'aujourd'hui, je n'essaye pas de l'expérience de descendre les prix bien évidemment, c'est ni ma position stratégique ni ma position syndicale je dirais. Mais on voit bien qu'il n'y a pas de prix parce qu'aujourd'hui quel que soit le prix en fait les vins sortent pas bien. Et c'est bien ça le problème. Aujourd'hui, donc, on disait tout à l'heure que le marché du vrac, en tout cas pour l'Occitanie, c'est 25% des volumes contractualisés en bio. Est-ce que vous pensez que ce pourcentage, il peut augmenter ou pas? Ou au vu de cette conjoncture un peu problématique, il n'y aura pas forcément de gros opérateurs qui vont se positionner pour créer des marques, pour... Thomas Très bonne question. Un projet, oui. 20 000 hectares de merlot. Des projets. Non, moi, je pense que oui. Encore une fois, cette situation, elle était attendue. Est-ce que ça va être sur 2023 ? Probablement pas sur le premier semestre. Il faut attendre la fin juin pour voir ce qui va se concrétiser par rapport à tout ce qu'on aura pu prospecter. Voilà, mais nécessairement, oui, ça va sortir. Parce que tout ce qu'on vient de dire, parce que la filière va faire des efforts, va se professionnaliser, parce que on ne commercialise que 40% de nos vins bio dans le monde entier. Donc oui, voilà. Mais il va falloir bosser un petit peu plus. Voilà. Je pense qu'il y avait aussi il faut rappeler qu'on avait ce manque de volume qui nous mettait en dehors des radars. C'est-à-dire que personne n'allait... quand on nous demandait bio, quand on appelait notre bureau Europe, notre bureau français pour nous demander qu'est-ce qu'on pouvait trouver sur du bio, on disait tout sauf la France pour répondre à des acheteurs. Et là, il faut se dire que c'est la première année où on y va, on leur dit qu'il y a des choses à proposer. Donc c'est encore une fois, on revient à l'exemple du process un peu long de dire il faut que ça... Mais je veux dire que c'est si on prend à l'international, on peut effectivement imaginer qu'au niveau national, il y ait des marques qu'il y ait des opérateurs qui stratégiquement décident de convertir en fait des programmes en conventionnel en bio parce que maintenant ils auront les volumes. Oui. Je dirais que effectivement il y aura davantage de visibilité aussi. Quoi. Et l'export c'est la même chose. Quoi. C'est vrai qu'on pour revenir,
tout n'a pas vocation à être transformé en bio ou alimenté par de l'Espagne ou de l'Italie. C'est-à-dire que quand on avait des récoltes qui étaient petites, les opérateurs disaient oui, mais je sais que je peux trouver moins cher ailleurs, mais il faut que quand vous avez un linéaire de vin, alors il faut encore imaginer aussi un linéaire de vin autre que celui qu'on voit en France, où il y a une diversité de pays et pas le 1 mètre avec une bouteille. Que des vins français quasiment. Que des vins, et 1 mètre juste avec 2 Vigno Verde, une Chianti avec de la paille, et puis je sais pas moi, un Rioja et puis 2 vins chiliens, quoi. Et quand on est, on va dire, que sur le marché international et qu'on va dans des linéaires, il y a une section France, et cette section France, il faut qu'elle soit alimentée. Il y a peut-être, alors il y a des pays où il y a le distinguo avec des produits bio et puis des produits conventionnels, mais là effectivement on n'avait pas d'opportunité de pouvoir répondre à ça, donc ça va prendre du temps. Peut-être qu'effectivement, pour répondre à votre question, cette année on n'aura pas la capacité de tout avaler, quoi. Donc encore une fois, peut-être que il y aura un peu de stock du coup. Ouais, soit du stock, soit des décisions à un moment d'exploitants de se dire effectivement est-ce qu'on les dégage en fait sur le circuit conventionnel, mais en sachant que le circuit conventionnel il n'est pas non plus non, il n'est pas porteur, ouais. Mais clairement, je pense qu'effectivement, à long terme, il ne faut pas s'inquiéter de ça. D'autant plus qu'on a des produits qui sont, pour les comparer encore une fois aux vins étrangers, on a une multiplicité de cépages, on a une offre qui est assez large en fait en cépages, des volumes qui sont conséquents à peu près sur toutes les lignes. Pareil, que ce soit d'ailleurs cépages ou même sur d'autres segments, si on parle des AOP ou d'autres catégories. Et on a des profils produits, à mon avis, qui, quand ils sont bien faits, ils n'ont pas à rougir, voire ils sont même des fois supérieurs à ce qui peut se faire à l'étranger. Donc non, on a toutes les cartes en fait pour pouvoir y arriver, quoi. Sauf il faut juste la patience, quoi, peut-être, pour... La trésorerie aussi, peut-être, pour attendre. La trésorerie, malheureusement, je pense que c'est des problématiques qui sont... elles touchent tout le monde, quoi, dans la filière. Est-ce que vous avez, vous, des outils au sein de vos entreprises pour accompagner justement les viticulteurs sur ce marché du vrac à se positionner Frédéric ouais. J'allais y venir, effectivement, pour les producteurs qu'il y a dans la salle. Faire un petit résumé, prenez conseil auprès de vos cabinets de courtage et des négociants les plus proches pour qu'on vous donne les clés, en tout cas de profil, sur les marchés export, si c'est ça que l'on vise. Pour moi, c'est une des solutions rapides pour sortir les volumes bio. Et ensuite, au-delà de ça, ce sont les certificats, on en a parlé, faire médailler les vins aussi, ça peut fonctionner. Tout ce qui peut accompagner la promotion du vin va être important. Des échantillons, on l'a dit, voilà, il y a quelques points là qui ont été évoqués qu'il faut bien reprendre. Alors nous, effectivement, on essaye aussi dans la notion de professionnalisation là, du métier. Ça fait quelques années qu'on essaye de travailler à être plus efficace, Enfin, on nous demande, pour schématiser, l'acheteur nous appelle, a eu son commercial, tu dois mieux connaître, enfin tu pourrais même mieux expliquer que moi. Le commercial est revenu tout fou d'une tournée ou d'une visite client. Il a besoin d'une offre sur un prix, enfin sur une référence spécifique. C'est la charge de l'acheteur de pouvoir définir s'il fait ou pas et à quelles conditions de prix il est capable de faire. Donc le courtier est appelé ou les producteurs sont appelés pour connaître leur disponibilité. On donne ce prix-là et puis après voilà, on va partir sur l'échantillonnage. Donc on était sur des cycles assez courts avant dans le bio, puisque ça allait effectivement, on travaillait avec est-ce qu'on a le volume ou pas et puis est-ce qu'il potentiellement on peut le trouver ou pas. Nous on a compris qu'on allait rentrer sur des cycles beaucoup plus longs, donc, et qu'on avait besoin aussi de s'organiser mieux en fait, à tracer chaque demande et à mieux la travailler. Donc on a développé en fait un logiciel avec une société montpelliéraine, enfin, qu'on a rencontré avec le réseau Vincéo dans lequel on est, en leur demandant de travailler effectivement un logiciel qui permette de centraliser toutes les demandes qu'on a, toutes les offres de l'autre côté, parce qu'on sait qu'avant le métier de courtier, il n'était pas très compliqué, il suffisait d'avoir d'avoir suffisamment de mémoire pour se souvenir des demandes, enfin des offres, et quand la demande arrivait, on faisait passer l'échantillon et ça allait. Et là, on sait qu'on va avoir des temps qui vont être beaucoup plus longs, quoi, pour travailler les vins. Donc on a effectivement un logiciel qui nous permet d'enregistrer toutes les disponibilités des produits. Du back-office derrière pour rappeler les fournisseurs, s'assurer que l'inventaire en fait, qu'on a tenu il soit plus ou moins juste. Est-ce que ça a été vendu par eux directement? Est-ce que nous on l'a vendu, donc on le retire de notre système? Et puis de se dire qu'effectivement on a des acheteurs qui
On sait que tous les ans, ils ont plus ou moins des lignes qui sont reconduites. Oui. De s'assurer qu'effectivement, est-ce que c'est toujours la même chose, ou est-ce que le process d'achat il est très court, ou est-ce qu'il est très long, et donc c'est à nous aussi de tout faire pour coller en fait à ça. Donc oui, on a mis au point ce logiciel interne qui sera aussi un outil pour nos clients pour suivre où ils en sont de leur marché sur les différentes lignes ou sur les producteurs, comment ça avance. Et l'idée, c'est peut-être un moment de l'ouvrir à des gens qui ne sont pas clients pour effectivement mettre leurs offres dedans ou mettre leur un service demande. que vous proposeriez. Effectivement, pour leur donner. Enfin, je dirais que c'est un peu dans le changement de philosophie du métier de courtier, quoi, qui était un métier très très dans l'ombre, qui devait sûrement très peu répondre aux appels des journalistes ou d'autres personnes, qui ne prenaient que les appels des producteurs ou des acheteurs. Et l'idée maintenant, c'est de donner un peu une vision de ce qui se fait, et puis d'accompagner, d'accompagner, et puis d'aider et puis aussi de donner peut-être une forme de transparence et de communication sur ce qui se passe dans la filière, quoi, qu'elle soit pour accompagner effectivement le changement, quoi. Merci à vous trois. Merci à Sud 20 Bio aussi d'avoir organisé cette conférence. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Merci pour cette intervention. Merci à vous et on vous souhaite une bonne fin de salon et rendez-vous ensuite l'année prochaine. Merci.